Allez, alors il est strasbourgeois de naissance. Il est devenu un peu par hasard photographe et journaliste après avoir fait des études d'ingénieur. Les tours de la Défense où il a travaillé étaient trop étroites pour ce voyageur infatigable, curieux de tout mais surtout de la nature et des hommes, des relations souvent tourmentées. L'un de ses sujets de prédilection, c'est l'eau des fleuves et plus particulièrement les fleuves frontières. Merci d'accueillir Franck Vogel. Allez Franck, on va vous écouter. Vous avez préparé toute une présentation sur justement ce sujet des fleuves frontières. Avant que vous nous parliez de ces fleuves, au cœur de plein d'enjeux géopolitiques, une question. Vous êtes né à Strasbourg. Exactement. Vous avez 37 ans. Pardon ? Vous avez 37 ans. 47. 37, ça va être très bien. Alors je vais écrire 47. Je me disais bien aussi qu'il y avait quelque chose qui collait pas. Oh, c'est facile. Allez, c'est à cause du Rhin et de ses canaux que vous êtes intéressé à l'eau des fleuves ou pas ? C'est principalement parce que je suis issu d'une famille de viticulteurs de Trenheim, d'un petit village à 20 km d'ici. Je me suis intéressé à l'eau, enfin, ça m'a toujours touché. Et les fleuves, c'est arrivé un peu plus tard. C'est en 2011 que je m'y intéresse un peu plus. Et c'est surtout à l'époque, on ne parlait pas vraiment de tension autour de l'accès à l'eau et toutes ces choses-là. Mais avec le changement climatique, les choses sont accélérées. Je vais vous en dire un tout petit peu plus après, quand je vais rentrer dans la présentation, mais voilà. Donc je peux... Absolument, je peux y aller ? vous pouvez. Ok. Alors merci déjà de m'accueillir ici, je suis ravi d'être là et surtout de parler ici au Palais des Congrès de Strasbourg, et c'est en fait la première intervention que je fais en Alsace sur les fleuves, donc je suis d'autant plus touché. Et comme je le disais, donc, quand j'ai commencé à travailler sur les fleuves en 2011, on parlait très peu des problématiques d'accès à l'eau, surtout en France, et de la sécheresse, mais avec le changement climatique, ça s'est accéléré. Et on a vu dernièrement, en 2023, les problèmes de navigation sur le Rhin à cause d'un débit inférieur à la normale. Ensuite, là, tout dernièrement, c'est François qui m'en a parlé, il y a un projet de relier la Dordogne, la rivière Dordogne, à la Charente, en passant par la Vienne. Un projet totalement inimaginable il y a 10 ans encore, mais qui est une réalité aujourd'hui, parce que la Charente n'a plus assez d'eau. Je ne me considère pas vraiment comme un expert des fleuves ou de l'eau, mais plutôt comme un grand témoin. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous raconter un petit peu comment j'en suis arrivé vraiment à m'intéresser à l'eau et aux fleuves. En fait, tout a commencé après ma maîtrise de biochimie que j'ai fait à Strasbourg, puis un diplôme d'ingénieur à l'AgroParisTech. Et j'ai continué après ça à travailler dans un cabinet de conseil américain. Mais j'ai très rapidement claqué la porte. Ça ne me convenait pas. Et surtout, j'ai voulu découvrir le monde. Donc je suis parti à partir de janvier 2002, un grand voyage à travers le monde pour un peu savoir qui j'étais et quelle était ma mission. C'était ça que je cherchais. Et je me disais qu'il était important de savoir... quelque chose qui pouvait m'aider, c'était la méditation. Donc j'ai cherché à apprendre la méditation. Et le déclic s'est produit en Birmanie, au nord de la Birmanie, dans ce monastère au milieu du lac Indoji, où j'ai compris que ce qui était vraiment important pour moi, c'était 4 choses. C'était voyager, rencontrer l'homme, échanger, faire de la photo, parce que c'était une passion. Et la dernière chose, qui était un peu plus compliquée à l'époque, pour moi, c'était inspirer les personnes, devenir un passeur, un peu comme aujourd'hui. Donc ce voyage m'a totalement changé, et j'ai aussi rencontré une personne qui m'a hébergé pendant ce voyage quand j'étais en Tanzanie, qui 4 années plus tard, en 2006, me parle d'un peuple qui s'appelle les Bishnoi, les premiers écologistes au monde. Ce peuple, il vit en harmonie avec la nature et l'environnement depuis le XVe siècle, en Inde, dans le désert du Thar, au Rajasthan, suite à un changement climatique local. Pas d'eau pendant 10 ans. Et
un visionnaire a créé cette communauté basée sur 29 règles. Et les plus importantes, c'est de vivre en harmonie avec les animaux sauvages, les arbres, enfin tout ça, c'est vraiment le partage, c'est l'harmonie. Et donc ils sont prêts à mourir pour sauver les animaux sauvages, ils sont végétariens bien sûr, et ils partagent. Il a créé l'écotaxe, ils doivent donner 10% de leurs ressources pour la vie sauvage. Mais ils doivent aussi planter des arbres. Et dans un désert, enfin c'est pour stopper l'avancée du désert, ils plantent des arbres et ils partagent l'eau avec ces arbres. Ils sont même prêts aussi à mourir pour sauver les arbres. C'est assez étonnant ce qu'ils ont fait dans l'histoire. Et au milieu du désert, j'ai vraiment pris conscience de l'importance vitale de l'eau. C'est là que vraiment ça a commencé. Et donc j'ai fait un reportage photo pour Géo notamment, après un film pour France Télévisions sur ce peuple, très inspirant. Et quelques mois plus tard, donc on est en 2011, j'entends parler du grand barrage de la Renaissance en Éthiopie. C'était en projet à l'époque. Et de l'impact que ça pouvait avoir sur les populations, en Égypte principalement et au Soudan. Donc je décide d'aller sur place. Donc je pars pendant 3 mois en Égypte, en Éthiopie et au Soudan du Sud pour comprendre ce qui se passe sur place. Et pendant que j'ai travaillé donc, dans ces 3 pays, je me suis dit qu'il y a forcément d'autres fleuves dans le monde où il y a des problèmes. Et j'ai créé une liste d'environ 8 fleuves, enfin exactement 8 fleuves, avec des problèmes assez différents, et pour brosser un portrait mondial de ce qui se passe au niveau de la géopolitique de l'eau et des fleuves. Donc la série, donc j'ai commencé par le Nil, après j'ai fait le Brahmapoutre, le Colorado, le Jourdain, qui ont donné lieu à un livre, un gros livre chez La Martinière, et j'ai continué par le Mékong, le Gange, le Zambèze et le Danube. Je ne vais pas avoir le temps de m'intéresser vraiment en détail pour chaque fleuve, sinon je vais passer plusieurs heures, ce n'est pas possible, j'ai pas ce temps-là, mais je vais donner quelques éléments par fleuve. Donc le Nil, comme je l'ai dit, c'est déjà un fleuve sacré depuis des millénaires. Ici, on est à la source du Nil bleu, en Éthiopie, qui est un lieu magique. Les pèlerins viennent commémorer le baptême de Jésus, c'est les pèlerins orthodoxes, c'est le Timket, c'est lors de l'épiphanie orthodoxe en Éthiopie. Et là, on est à la source du Nil bleu, qui fournit 80% de l'eau du Nil. Un lieu magique, mais qui est aussi source de tension aujourd'hui entre l'Éthiopie et l'Égypte. Le barrage, entre-temps, a été construit, il a été mis en eau, le bassin de rétention a été mis en eau, mais les tensions, il y a eu de très fortes tensions. Là, ça s'est un petit peu calmé, mais si le changement climatique provoque un baisse du débit du Nil, ça risque de se compliquer à nouveau. On était très très proche d'une guerre il y a quelques années. Après, j'ai continué par le Brahmapoutre, qui est vraiment elle cristallise les tensions entre l'Inde et la Chine à cause des barrages hydroélectriques et qui provoque aussi des problèmes pour les pêcheurs qui voient leur pêche diminuer fortement à cause de ces barrages. Le Jourdain, vous le connaissez tous, fleuve sacré pour la moitié de l'humanité, et c'est aujourd'hui réduit à peau de chagrin. Là, on est à l'endroit où il y a les baptêmes qui sont réalisés par les pèlerins internationaux. 2 kilomètres plus loin, c'est un mini-fleuve, enfin c'est plus rien, quasiment plus rien, totalement pollué, parce que toute l'eau est prélevée par Israël au détriment des Palestiniens. Le Mékong, un autre fleuve majeur en Asie, lui, il voit son delta s'enfoncer, littéralement. Ho Chi Minh Ville, qui est la grande ville dans le delta du Mékong, risque, d'après les experts, d'avoir les pieds dans l'eau d'ici 10 à 20 ans. Ce n'est pas de la spéculation, on est vraiment dans ça. Alors c'est lié à plusieurs choses. C'est lié parce que le Vietnam pompe du sable dans le lit du Mékong, ça c'est une chose. Mais là, depuis la construction des méga barrages au Laos, ça accentue le phénomène. Donc là, en fait, le fleuve ne gagne plus sur la mer, c'est la mer qui gagne sur le fleuve. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le delta est de plus en plus salé. Donc les productions de riz ont passé de 3 récoltes par an. Maintenant, on est à 1 récolte, voire aucune. Et en plus, certains barrages, enfin, notamment un barrage, il bloque la migration des poissons. Parce qu'il a été mal dimensionné.
les passes à poissons sont adaptées pour des poissons de chez nous, en fait. J'ai appris qu'il y avait des bons et des mauvais nageurs chez les poissons. Je ne savais pas ça, je l'ai appris là-bas. Et donc, ils ne sont pas capables de passer ces passes-là. Ils ne sont pas adaptés à ces poissons. Et donc, ça pose de gros problèmes. Le Gange, autre fleuve sacré. Alors lui, il a une particularité étonnante. C'est la composition, c'est son eau en tant que telle. Elle est différente de toutes les eaux au monde. Et c'est seulement récemment qu'on a compris, donc je travaille avec des chercheurs, pourquoi il y a ces caractéristiques étonnantes. La première chose, c'est que si vous prenez de l'eau du Gange, là à la source, pas après très polluée, mais près de la source, là où ce sadhu est en train de se baigner et de faire son offrande, vous prenez un verre de l'eau du Gange, vous la posez sur une table, vous revenez 10 ans après, elle n'aura pas bougé. Les chercheurs appellent ça le facteur X, ils n'ont toujours pas compris pourquoi. Mais en fait, c'est l'eau qui a la teneur la plus importante en oxygène dissous. Très étonnant, et c'est grâce à ça qu'il est toujours en vie, ce fleuve. Et la deuxième chose, c'est depuis toujours, les pèlerins venaient ici pour boire de l'eau du Gange pour se soigner. Censé être miraculeux, enfin voilà. En fait, il y a une raison. Et ça, ils l'ont découvert il y a 10 ans à peu près, même pas, c'était en 2018 que j'y étais, c'est à ce moment-là. En 2018, ils ont compris que en fait, l'eau du Gange était riche en bactériophages préhistoriques. Alors, je vais dire ce que c'est un bactériophage préhistorique. C'est un virus de bactéries qui, en fait, a été emprisonné dans le permafrost au niveau de la source. Et lors de l'écoulement de l'eau, ces bactériophages sont libérés. Et donc, ils se retrouvent dans le Gange. Et donc, ils tuent les bactéries, dont le choléra. Et c'est pour ça qu'ils soignaient. Ils soignent toujours si on boit de l'eau ici, mais c'est assez étonnant. Et aujourd'hui, c'est un des fleuves les plus pollués au monde, alors que c'est le plus sacré en Inde. Assez étonnant aussi. Là, on est sur le Zambèze, qui est un des derniers fleuves, vraiment, il n'est pas totalement libre sur toute sa longueur, mais il est assez magique, parce qu'en fait, les peuples ont réussi à s'adapter à ces crues. Ils n'ont pas cherché à le dompter, et ils se sont adaptés. Là, on est en Zambie, et chez le peuple Lozi, en fait, qui vit, ils ont deux terres. Ils ont une terre basse et une terre haute. Et en gros, le fleuve, il déborde. Lors de chaque crue, à la place de faire quelques centaines de mètres de large, il peut faire 50 km de large. Donc, toutes les terres sont inondées. Et c'est le roi là, qui donne le top départ de la migration. Donc, chaque année, il bouge des terres basses aux terres hautes. Et le roi a même 2 palais. Donc, c'est assez étonnant de voir comment on arrive à s'adapter depuis des centenaires. Là, je vais rentrer un peu plus en détail sur le Colorado, qui est un fleuve mythique, tout le monde le connaît. Mais donc le Colorado a creusé le Grand Canyon en 20 millions d'années. Donc ça, on le sait. Mais est-ce que vous saviez que ça fait plus de 20 ans qu'il n'atteint plus la mer ? Et ça, c'est grâce à l'homme. Le miracle de l'homme, en moins d'1 an, il a réussi à changer ça. Alors pourquoi et comment ? Alors première chose qu'on voit quand on se balade le long du Colorado, il y a une série de lacs avec des rétentions d'eau, des grands barrages. Là, c'est le lac Powell, lac Powell, avec le barrage de Glen Canyon. Première chose qu'on voit, c'est, vous voyez les marques blanches, c'est que le niveau baisse. Les Indiens Navajo appellent ça les marques de la baignoire. Alors s'il y a plusieurs choses, il y a le changement climatique, il fait plus chaud, l'évaporation, parce que voilà, on est dans ces zones-là, on est entre 40, 45 degrés, voire 50 degrés. Donc ça, il y a vraiment beaucoup d'évaporation, le lac est énorme. Donc, il y a ça, bien sûr. Et quand on arrive à la frontière avec le Mexique, là vous voyez le Colorado, c'est la partie à droite. Attendez, à droite. Et le barrage est là. Après, il y a un petit canal qui sert à alimenter les fermiers mexicains, enfin les riches fermiers mexicains qui rachètent cette eau. Et le Colorado, après le barrage,
c'est un petit filet d'eau. Ça, c'était en 2015. Aujourd'hui, c'est du sable sur les 110 derniers kilomètres. Alors comment c'est possible ça? Qu'un pays coupe l'eau à son voisin. En fait, c'est lié à plusieurs choses, mais surtout à une chose. Alors, on ne le distingue pas très bien, mais il y a un canal qu'on voit un tout petit peu plus haut qui relie le Colorado à l'Imperial Valley. C'est une zone dans le sud de la Californie qui était un désert et qui a été... en fait, il y a des colons, entre guillemets, qui se sont installés là, fin du Xe siècle, et qui ont creusé donc un canal qui relie le Colorado dans les années 1930, donc ça fait 130 km, pour alimenter cette zone en eau et produire les légumes et les fruits pour le marché américain, enfin principalement les légumes. Il y a environ 20 ans, ils ont changé de modèle. À la place de planter des choux, des carottes, ils ont planté autre chose. Alors pourquoi? Ils se sont rendus compte qu'ils n'utilisaient pas toute l'eau qu'ils avaient droit d'utiliser. Aux États-Unis, vous avez peut-être entendu parler des water rights, les droits à l'eau. Quand vous avez une terre, l'eau associée vous appartient. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez l'utiliser, la vendre, enfin vous en faites ce que vous voulez. Et donc ils se rendaient compte qu'ils n'utilisaient pas toute l'eau. Et donc ils la perdaient, en quelque sorte. Et il faut savoir qu'en fait, en 1922, c'est à ce moment-là qu'on a donné des quantités d'eau aux différents États longeant le Colorado. Ce n'est pas des pourcentages, mais des quantités. En 1922, il y a eu énormément d'eau. Il y a eu crue du Colorado, c'était massif. Et donc on a donné beaucoup trop d'eau, quantité, aux différents États. Et ce qui se fait qu'eux, ils sont complètement dans leur légalité. Ce n'est pas du tout illégal, c'est inscrit dans un amendement de la Constitution américaine. Et donc, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut planter qui consomme beaucoup d'eau, qui soit très rentable? Ils sont arrivés à la luzerne. C'est une des plantes qui consomme le plus d'eau au monde, et c'est assez dingue de voir ça ici, dans un désert. Parce que c'est irrigué 24 heures sur 24, enfin c'est 7 jours sur 7, enfin tout le temps. Ils produisent, c'est non-stop. Et alors au début, je me disais, bon, c'est pour nourrir le bétail, bien sûr, que c'est pour le marché américain. En fait, non. Il y a seulement 40% qui est pour le marché américain. 60% traversent le Pacifique pour aller nourrir les vaches en Chine et au Japon. Le bœuf de Kobe ne mange que de la luzerne qui vient d'ici. C'est censé être la meilleure au monde. Vous voyez un peu l'aberration. Alors je savais aussi qu'il y avait des élevages de vaches, de bovins, dans la zone. On est dans un désert quand même, hein. Il fait 45 degrés là. J'ai découvert une ferme de 90 000 têtes pour la viande, entourée de champs de luzerne, un peu de maïs. Et ils sont obligés de leur mettre des auvents, ils ont des sprinklers pour les arroser parce qu'il fait trop chaud. Et tout ça pour faire du steak. Alors je ne suis pas du tout contre la viande. Moi-même, je mange de la viande. Mais il faut savoir quand même que un steak de 200 grammes de bœuf, c'est 4 fois plus d'eau virtuelle que 200 grammes de poulet ou de porc. Ça, c'est un point important à savoir. Et là, on est dans un désert et on utilise de l'eau du Colorado qui servirait normalement, qui devrait servir aux Californiens qui connaissent des crises en fait. C'est une vraie crise avec les feux, méga feux qu'on voit aujourd'hui. En fait, on est au niveau critique, au niveau des nappes en Californie et c'est 300 familles en fait qui sont installées là au 19e. Ça représente 90 000 personnes qui travaillent sur place, mais quand même, principalement des Mexicains en plus. Ces 300 familles accaparent 70% de l'eau de 40 millions de Californiens. Ça, c'est quand même assez dingue. Et ils sont dans leurs droits. Et en fait, quand on arrive au-dessus du delta, donc les 110 derniers kilomètres, on voit ça. C'est les restes du Colorado, les canaux qui avaient été creusés par le Colorado, totalement secs. Donc pour moi, c'est très beau, hein. Moi, ça me fait penser à des racines d'arbres, mais sans sève, sans vie. Donc on a coupé l'eau au Mexique, à cause de 300 familles.
J'en ai parlé avec un chercheur, un professeur de l'Université d'Arizona qui m'a dit, en fait, pour régler le problème de la Californie, c'est très simple. Si pendant les 3 mois d'été, on arrête de planter de la luzerne et on retourne à des choux et des carottes, la Californie aurait 2 fois plus d'eau. Vous voyez un peu le ratio? C'est assez dingue. Et si on veut que le fleuve atteigne de nouveau la mer, c'est pendant 6 mois. Juste 6 mois, on retourne aux cultures d'avant. Et ça ne se fait pas parce qu'il y a le lobbying des agriculteurs qui est très puissant. Et surtout, comme c'est inscrit dans la Constitution américaine, il faut 80% de vote au Congrès pour changer ça. Ce qui est quasi impossible. Donc ni Obama, ni personne n'a pris ce risque-là, un risque politique. Alors que c'est très simple de régler le problème, mais personne ne le fait. Maintenant, je vais vous parler du Danube, qui est un fleuve vraiment espoir pour moi. C'est le dernier fleuve que j'ai fait. C'était l'UNESCO qui m'avait demandé de rajouter un fleuve où les différents riverains se sont mis d'accord pour échanger et pour voir les choses ensemble. Et c'est ce qu'ils ont fait sur le Danube, qui a été reproduit d'ailleurs par le fleuve Sénégal également, c'est de se mettre autour d'une table, d'échanger. Donc les 10 riverains du fleuve se sont mis d'accord et ils ont créé en 1948 la première commission européenne du Danube, qui s'assure de gérer en fait une navigation sûre et libre sur le fleuve. Et en 98, suite aux premières alertes environnementales, écologiques, ils ont créé la Commission internationale de protection du Danube, qui s'assure d'une gestion durable et équitable de la ressource entre les différents pays, et aussi les risques d'inondation et de pollution. Aujourd'hui, en fait, le Danube, c'est vraiment un trait d'union entre les pays les plus pauvres. Ici, on est dans le delta du Danube, en Roumanie, avec les chevaux sauvages, c'est assez magique de voir ça. Et les pays les plus riches, ici à Vienne, en Autriche, et ça fonctionne. Il y a quelques années, une grande multinationale internationale a financé des projets WWF pour régénérer les zones vertes autour du Danube et créer un corridor vert. Et ça fonctionne tellement bien que ça permet de limiter les inondations du Danube. C'est comme des éponges qui contrôlent tout ça. Ici en Roumanie, à Gare-la-Marée. Pour finir, je voudrais vous raconter ma rencontre avec une chamane qui s'appelle Pat Maccabée, que j'ai rencontrée quand je travaillais sur le Colorado, et qui m'a dit déjà que dans la culture Navarro, mais surtout dans la culture Lakota, l'eau, bien sûr, c'est la vie, ça tout le monde le sait, mais c'est aussi une vie, capable de communiquer avec les humains, notamment avec les chamans. Et un jour, alors qu'elle priait dans un lac, dans un petit lac, les jambes dans l'eau, elle entend une voix. Elle n'a jamais entendu ça avant. Elle savait que c'était possible. Et là, ce jour-là, il n'y a personne autour d'elle. Elle prie avec son tambour et elle entend une voix. Une voix qui lui dit « Est-ce que tu sais que tes prières sont plus fortes, plus puissantes, ont plus d'impact si tu pries dans l'eau que hors de l'eau ?» Elle répond « Non, je ne sais pas ». Donc elle avait compris que c'était l'eau qui lui parlait. C'était assez magique pour elle. Et là, l'eau continue. Elle lui dit « Tu sais, quand tu pries dans ce lac, tes prières vont se diffuser dans toutes les molécules d'eau de ce lac. Et une partie de ces molécules vont s'évaporer, vont former des nuages. Ces nuages vont être poussés par le vent et tes prières vont retomber sous forme de neige ou de pluie au-dessus des Andes ou ailleurs dans le monde. Donc tu vois, l'eau est capable de voyager dans l'espace. Mais sais-tu aussi que l'eau est capable de voyager dans le temps? Je vais prendre ce verre. Hop. Ah, il est là, le verre. Voilà. Hop. Voilà. Ce verre d'eau, en fait, l'eau présente dans ce verre, c'est la même eau depuis les origines, depuis 4,5 milliards d'années. C'est toujours le même cycle de l'eau.
L'eau présente ici a été bue par les dinosaures, par les hommes préhistoriques, par Charlemagne, par nos grands-parents, par nous, et sera bue par nos enfants et nos petits-enfants. L'eau nous unit tous avec le passé, le présent et le futur. Merci. Merci Franck, c'était passionnant. C'est quand le prochain voyage? C'est quand et où? Alors, il y a un autre projet avec National Geographic en Équateur que j'ai prévu l'année prochaine. Il y a d'autres voyages avant, mais sur l'eau, c'est ça. Comme l'Équateur est le premier pays à avoir inscrit les droits de la nature dans sa constitution en 2008, là, j'ai un projet sur 3 fleuves et rivières là-bas. Donc, je vais commencer en 2026 avec National Geographic aux États-Unis. Voilà, ça sera publié plus 2027, je pense. Voilà. Et l'objectif premier de tes voyages, c'est quoi? C'est d'alerter, d'informer, C'est déjà de témoigner et après d'inspirer pour qu'il y ait un changement, qu'il y ait une prise de conscience. C'est principalement ça que je cherche. Et j'espère que ça vous a inspiré et que ça donne... En fait, l'idée, c'est de planter des graines dans la tête des gens. Et j'interviens pas mal aussi dans les grandes écoles, et dans les décideurs de demain et même chez les plus petits des fois, plus petites classes qui comprennent. Et l'idée, c'est de vraiment faire prendre conscience de l'importance de l'eau. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec, qu'elle est précieuse. C'est vraiment ça. On a vu que tu nous avais présenté des photos, t'es photographe et journaliste. Les photos, c'est un format qui est extrêmement direct, assez impactant, comme on dit. Ouais, c'est assez visuel, en fait. C'est visuel. Et je pense que c'est encore plus impactant que la vidéo. Alors j'en fais aussi, je fais aussi des films, mais la photo, c'est une image. Une image peut vraiment marquer les esprits, peut se graver dans la tête et donc marquer encore plus longtemps qu'un film. Merci beaucoup encore et bravo. Merci à vous. Merci.